Bonjour, donc effectivement, Gabriel Perlemuter. Moi, je travaille à l'hôpital Antoine Béclair. Il ne faut pas prendre d'antipaludéen pour arriver à Béclair. C'est à 6 km au sud-ouest de Paris. Et je dirige une équipe INSERM où on travaille sur le microbiote intestinal et l'inflammation hépatique. Alors, bonjour à tous. Moi, donc, je suis Francisca Joly. Je suis professeure en nutrition, gastro-entérologue à l'hôpital Beaujon, donc le Grand Nord. Là aussi, il n'y a pas besoin de prendre de médicaments particuliers pour venir. Et comme vous le voyez, en fait, vous voyez beaucoup d'équipes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on fait tous partie d'une grande maison qui est la PHP. Et on travaille avec des chercheurs, des équipes INSERM et d'autres équipes pour pouvoir avancer sur ce domaine. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux, qui est l'intestin et cette nouvelle star qui est le microbiote. Alors, on va en revenir, mais avant de parler de bactéries, l'intestin, à quoi ça sert? L'intestin, la première chose, c'est que c'est l'organe noble par excellence pour nous gastro-entérologues, mais vous allez voir, même probablement pour vous, c'est un organe qui a longtemps été oublié et qui sert en premier lieu à transformer les aliments en carburant. Et ce carburant va nous servir finalement à vivre, à nourrir notre cerveau. Alors, l'alimentation, c'est la source de cette énergie. Quand vous allez manger une pomme, déjà, vous commencez à digérer rien qu'en regardant cette pomme. Et ce morceau de pomme va transiter tout au long de votre tube digestif, l'œsophage, l'estomac ou la digestion commode, puis l'intestin grêle, qui est l'organe où l'absorption va se faire, puis le gros intestin. Alors, comment cela se passe? Tout simplement, lorsqu'on mange les aliments, on a finalement un ensemble de ce qu'on appelle macronutriments, donc les protéines, les sucres, les glucides ou les graisses, les lipides. Mais tout ça, il faut le digérer. Il faut le digérer en petits éléments. Et ça, c'est essentiel pour qu'au final, cela puisse être absorbé au niveau de l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, c'est un organe incroyable puisqu'il mesure entre 4 et 6 mètres. Il est recouvert de villosité intestinale qui fait que cette surface d'absorption correspond à l'équivalent d'un terrain de tennis. Et donc, ces petits éléments vont être absorbés par ces villosités intestinales et ainsi transformés en calories, en vitamines accessibles à tout l'ensemble de l'organisme. Alors, en fait, le microbiote intestinal, c'est le nouveau mot pour la flore intestinale. Ça représente toutes les bactéries qui vivent en vous, en nous, dans le tube digestif. Et si je vous dis que vous avez en vous 100 000 milliards de bactéries dans votre tube digestif, vous ne vous rendez pas vraiment compte de ce que ça fait. Mais si vous les mettez toutes ensemble, ça fait environ 1,5 kg de bactéries dans votre tube digestif. Et c'est l'endroit, vos selles, où sur Terre, la densité de la population, la densité d'êtres vivants est la plus importante. Il n'y a nulle part, à d'autres endroits sur Terre, où vous pouvez trouver plus d'éléments vivants. Et il y a plus, en fait, de gènes, de l'ADN des bactéries quantitativement plus importante que le nôtre. Les gènes sont plus importants. Et il y a plus de cellules, en fait, dans 1 gramme de votre selle que dans votre cerveau. Ce qui veut dire aussi pourquoi l'intestin est notre deuxième cerveau. Donc s'il y a ce 1,5 kg de bactéries, vous imaginez bien que ce n'est pas seulement inerte, ça va servir à faire plein de choses, ça va vous servir à digérer, ça sert à vous développer votre immunité, ça va fabriquer des vitamines, ça va métaboliser, par exemple, quand vous prenez des produits toxiques, ça a des rôles extrêmement importants. Et pourquoi maintenant on s'intéresse au microbiote intestinal? Parce qu'avant, on ne savait pas l'étudier, et maintenant qu'on a les techniques de biologie moléculaire qui sont développées, on sait étudier le microbiote intestinal, et on découvre toutes ses propriétés. Alors, de plus en plus, et je pense que vous avez tous lu dans des journaux, des magazines grand public, ou avez vu des émissions à la télé, écouté des émissions de radio où on parle d'intestin, le deuxième cerveau. Alors, pourquoi le deuxième cerveau? Parce que, en fait, on vous a parlé des bactéries, ce microbiote qui est un monde en soi au niveau de l'intestin. Et il y a aussi des neurones. Et oui, dans le cerveau, ça c'est évident, on se dit, mais oui, c'est l'organe neurologique, c'est ce qui permet finalement de vivre, qu'un bras se contracte, que l'on puisse marcher, que l'on puisse voir. L'intestin est composé également de neurones qui ressemblent beaucoup à nos neurones du cerveau, qui sont connectés entre eux et qui vont ainsi permettre à l'intestin de se contracter. Et on le sent de temps en temps, travailler cet intestin. Et ce qui est nouveau,
Et ce qui est passionnant, c'est qu'on sent qu'il y a des connexions, qu'il y a un travail qui se fait, une véritable connexion entre notre cerveau principal et ce ventre de manière bidirectionnelle. Les deux envoient des signaux. Et donc, de plus en plus, dans certaines maladies, on s'intéresse aux modifications de ces neurones au niveau de l'intestin qui pourraient être comme dans d'autres maladies neurologiques, par exemple, comme dans la maladie de Parkinson. Alors, on vous a parlé du microbiote, de ces bactéries. Alors finalement, comment elles arrivent, ces bactéries ? Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on disait « Oh là, attention, ça c'est sale, c'est bourré de microbes ». Et là, on vous dit « Mais dans notre intestin, finalement, on a des milliards, des centaines de milliards de bactéries ». Et vous allez même voir qu'en plus, c'est indispensable, c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans ces bactéries de manière correcte. Et bien, tout commence dès les premières minutes de vie, dès les premières secondes de vie, où lors de la naissance, finalement, on va être colonisé avec les bactéries de la maman. Et donc, par un accouchement, par exemple, par voie basse, on va être immédiatement colonisé par les bactéries du périnée de la maman. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, au cours des 2-3 premières années, on va constituer ainsi ce microbiote, ces familles de bactéries qui vont composer finalement presque notre empreinte génétique bactérienne. Et pour cela, comment ça va se passer ? Il va y avoir l'alimentation qui va faire qu'on va avoir une diversité plus ou moins importante de ces bactéries, le fait qu'on soit soumis ou pas à des antibiotiques pendant la petite enfance, selon l'environnement dans lequel on va être, et ainsi, progressivement, on va constituer finalement ce microbiote qui correspond à chacun d'entre nous. Ici, si on faisait une analyse de notre microbiote, on a tous un microbiote différent. Et même si on avait mangé la même chose ce midi, tous, eh bien, si on faisait une analyse, on a notre microbiote. Et ça se constitue très tôt dans la vie. Alors en fait, on pourrait penser que simplement, il y a des bactéries anormales et on va développer une maladie. Comme un gène anormal, on développe une maladie. Donc ça, c'est la caricature. Ça a valu une fois un prix Nobel pour une bactérie de l'estomac, Helicobacter pylori, qui favorise le cancer de l'estomac, qui favorise l'ulcère estomac ou de l'intestin. Mais globalement, ce n'est pas un gène, une maladie, une bactérie, une maladie. Mais on sait que quand un déséquilibre se fait entre l'hôte, c'est-à-dire nous, et les bactéries que nous avons en nous, certaines maladies peuvent apparaître, sont favorisées, qu'on va voir. Vous pouvez avoir évidemment des maladies du tube digestif, l'obésité, des maladies du foie, des maladies neurologiques, et on va vous montrer quelques exemples. En fait, quand je suis arrivé à Béclair, une des questions que je m'étais posée, c'est pourquoi on n'est pas tous égaux, et en particulier en termes de maladies du foie. Pourquoi certains d'entre vous, en consommant de l'alcool, vont aller parfaitement bien, alors que d'autres, en consommant pas forcément plus d'alcool, vont faire une maladie grave du foie? Pourquoi certains d'entre vous, en mangeant normalement, vont grossir, alors que d'autres, en mangeant beaucoup plus, vont rester toutes fines et toutes jolies, ce qui est profondément injuste, mais la vie est souvent injuste. Donc on a regardé, en fait, en termes d'inégalité, si le microbiote pouvait jouer un rôle dans le service où je travaille, avec l'unité INSERM, où on travaille. Et donc on a, par exemple, pour vous donner un exemple, on a étudié chez les patients qui venaient dans le service, il y avait une maladie alcoolique du foie, on a étudié les bactéries dans le tube digestif, et en fonction de la maladie du foie, on n'avait pas les mêmes bactéries dans le tube digestif, alors que tous les patients avaient le même problème d'addiction à l'alcool. Et en transférant ces bactéries à des souris, dans l'équipe de recherche, on a pu montrer qu'on arrivait à transmettre la toxicité de l'alcool de l'homme à des souris qu'on appelle humanisées via le microbiote intestinal, montrant que le microbiote intestinal joue un rôle dans la susceptibilité individuelle vis-à-vis de la toxicité hépatique de l'alcool. C'est également montré par d'autres équipes dans l'assistance publique au niveau du surpoids, par exemple. À consommation calorique équivalente, en fonction de vos microbes, vous allez ou pas prendre du poids. D'autres équipes aussi, c'est très important à comprendre, à transmettre ce que nous on sait à la population générale. Il y a beaucoup de marketing où on vous dit, vous prenez des boissons light, 0 sucre, 0 calories, c'est comme de l'eau. Et donc, vous prenez allègrement vos édulcorants. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Quand vous prenez des édulcorants ou que vous en prenez dans des plats préparés des émulsifiants, vos bactéries vont être exposées à ces édulcorants, à ces émulsifiants.
elles vont réagir de façon anormale. Elles ne sont pas habituées à voir ce type d'éléments et vous allez avoir un déséquilibre qui va se faire entre vous et vos bactéries. Et paradoxalement, alors que vous prenez ces édulcorants pour ne pas faire de diabète, vous allez favoriser une résistance à l'insuline. C'est bien démontré chez la souris et c'est démontré également chez l'homme, montrant que ces édulcorants, en modifiant le microbiote, vont générer une résistance à l'insuline et avoir un effet paradoxal alors que vous pensez vous protéger. Ça joue également d'autres rôles. Le microbiote intestinal va transformer, quand vous mangez par exemple certaines protéines, certaines boissons enrichies, de la viande, vos produits ont un dérivé préalablement prétoxique qui après va être métabolisé par le foie, un produit toxique qui va entraîner des dépôts de graisse, donc une athérosclérose, un risque d'accident cardiaque, cérébral, indépendamment du cholestérol que ces aliments contiennent. Et donc ça ouvre en fait plein de nouvelles possibilités. Alors oui, on pourrait passer des heures ensemble à vous parler de microbiote, mais on a un temps très limité. Alors, un des mots-clés dans le microbiote, c'est diversité. Et diversité, ça veut dire que finalement, on sent bien que plus on va avoir des bactéries différentes, des familles différentes dans l'intestin, plus ça nous protège de certaines maladies. Alors, comment on peut aujourd'hui, en 2016, moduler ce microbiote? Est-ce qu'on peut traiter ce microbiote? Alors, vous pouvez voir sur la diapositive, j'ai essayé un petit peu de cacher parce que quand même, on est censé vous parler de microbiote, mais là, je vous montre, en fait, ce sont des selles. Et oui, parce qu'on parle des bactéries, on parle des bactéries de l'intestin, et elles sont où ces bactéries? Elles sont dans les selles. Et aujourd'hui, on peut faire de la transplantation fécale. En prenant les selles d'un donneur sain, qui va bien, il y a des maladies pour lesquelles on peut moduler, changer le parcours d'une maladie finalement. On peut complètement changer l'évolution en faisant une transplantation fécale. Et donc ça peut se faire par coloscopie ou par d'autres moyens. Mais ça, c'est en 2016, mais je pense que dans les mois à venir, et déjà ça se fait dans certains centres, parce que c'est quand même assez particulier de faire de la transplantation fécale, eh ben, on pourra amener finalement cet ensemble de bactéries sous forme de pilules. Et demain, c'est très probable que l'on puisse faire des pilules où finalement ces bactéries, elles sont déjà même choisies. Là, c'est un ensemble de bactéries pour amener de la diversité. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement? Déjà, la première chose, c'est penser à l'alimentation. Je vous ai dit tout à l'heure que tout se jouait finalement entre 0 et 3 ans. Mais en fait, c'est pas complètement terminé. On peut encore avoir une action. Et l'action, c'est amener de la diversité au microbiote, et ça veut dire avoir aussi une alimentation diversifiée. Et sachez que dans nos populations, on mange clairement pas assez de fibres. Or, les fibres, c'est ce qui permet de nourrir finalement nos bactéries intestinales. Voilà, et donc avant de conclure, pour vous montrer qu'on n'est pas les seuls à penser au microbiote, est-ce que vous savez dans cette salle qu'on peut devenir chevalier Jedi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Mais c'est très simple, enfin, c'est pas simple pour devenir chevalier Jedi, mais pour devenir chevalier Jedi, George Lucas y avait pensé, vous allez doser dans vos cellules les midi-chloriens. Et les midi-chloriens, c'est quoi? C'est des petits êtres vivants microscopiques qui vivent en nous. Et si vous en avez plus de 20 000 par cellule, eh ben, vous êtes apte à être formé à devenir Jedi. Donc on n'est pas nombreux, mais ça montre déjà en fait que c'est extrait de La menace fantôme, que d'autres y ont pensé, et je trouve que c'est fabuleux quand on pense que de Pasteur, on a commencé à vraiment étudier les bactéries, jusqu'à George Lucas, on retombe sur nos pieds. Voilà, donc Francesca et moi, on vous remercie. Si vous voulez en savoir plus, voilà nos 2 ouvrages.